Bon, ok, visiblement Dracula, c'était pas un foudre de guerre, mais ils sont pas tous nuls. Ben, on peut toujours essayer, mais pas sûr. Et en face, y a pas des boulets non plus? Ah mais, chez les chasseurs de vampires, c'est pas forcément tous des compétents. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Buffy contre les vampires? Si on veut parler de séries et de vampires, on peut difficilement passer à côté de Buffy, sans doute l'une des plus marquantes, mettant en scène nos amis aux dents pointues. Bon, en vrai, il y en a un paquet d'autres, mais on avait surtout envie de parler de Buffy. Donc, avant de répondre à cette question visant à trouver un seul vampire compétent dans le monde de la fiction, on va se pencher sur la création de cet univers. La série a été créée par Joseph Hill Whedon, dit Joss Whedon, un réalisateur né à New York qui a passé des années au statut de petit créateur, avant de devenir le meilleur geek de tous les temps, le pire geek de tous les temps et de finir par tomber dans l'oubli. À tort ou à raison, je vous laisse seul juge, moi je suis juste là pour parler de son univers. Il faut savoir que Joss et les séries, c'est une histoire de famille, puisque son grand-père, John Whedon, travaillait déjà sur plusieurs d'entre elles à l'époque, notamment le Dick Van Dyke Show. Ma femme et ses soucoupes volantes. Mon tendre époux et son indestructible tête. Et ça, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais ça boucle bien la boucle. Son père n'est pas en reste non plus, puisqu'il travaillera de son côté sur la série pour enfants Captain Kangourou. Good morning, good morning, good morning, and welcome. Welcome to Captain Kangaroo's Treasure House. Et il en va de même pour ses deux frères, Jet qui travaillera sur plusieurs projets avec lui avant de partir bosser sur Spartacus, et Zach qui travaillera sur une série qui se paye à la fois le luxe d'être l'une des meilleures sur le western, mais qui met également en scène le meilleur acteur de tous les temps. Sérieusement, Ian McShane n'a pas joué que dans des films excellents, mais il a été excellent dans tous ses rôles. Merci, cher ami. Et il fera également une série de comics continuant l'histoire de Firefly et du film Serenity du Frangin. Mais justement, le Frangin, revenons-y. Joss, il va commencer sa carrière en bossant sur les séries Roseanne et Parenthood, avant de devenir script doctor pour des films tels que Speed, Waterworld ou Twister. Je pense qu'il avait un truc pour les films où ça pète beaucoup. Le tout avant d'aller faire un tour chez Disney et Pixar en écrivant Toy Story et l'Empire perdu. On va tous crever. Et au milieu de tout ça, il en profitera pour écrire Buffy contre les vampires. Et ben voilà, c'était pas trop long d'arriver au sujet principal, on va pouvoir passer à la partie 1. Buffy contre les vampires, le film. Il faut savoir qu'à la base, Buffy ne devait pas s'appeler Buffy, mais Rhonda, et qu'elle ne devait pas être chasseuse de vampires, mais une serveuse immortelle. Le tout avant de changer de titre parce que Vampire Slayer, c'était plus accrocheur. Ça lui donnait un côté film de série B, mais avec un truc en plus. Le scénar est ensuite vendu à la société de production $100, en association avec la 20th Century Fox, qui devra réaliser le film en seulement 5 semaines, pour coller avec le calendrier de Beverly Hills, Luke Perry étant actuellement sur cette série. À ce moment, Whedon se contente d'avoir un rôle de consultant créatif, avant d'avoir un léger différent avec la production. En effet, la Fox avait cette désagréable habitude de supprimer deux choses du scénario original de Whedon. Les blagues, qu'il jugeait trop abstraites pour le public. Je pense que c'est pas très sympa pour le public de dire ça. Et le ton trop sombre du film. Précisément les deux points qui ont fait le succès de la série. On est tombé sur des génies. Ah bah c'est pas des flèches, hein. La réalisation est confiée à Frank Rubel Kuzui, qui avait réalisé Tokyo Pop quelques années plus tôt, et qui réalisera par la suite, plus rien en fait. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin pour Joss, Fran va laisser Donald Sutherland improviser plusieurs de ses répliques, le bonhomme étant sans doute la plus grande star du film, ce qui a donné un personnage assez incohérent tout au long du récit. Donc c'en est trop pour Whedon, qui prend ses clics en claquant la porte. Faut dire, son but était de faire un film d'horreur avec une héroïne forte, et ils en ont fait une comédie sur la pop culture et sur ce que les gens pensaient des vampires. Il ira donc écrire le 4e volet de la saga Alien, qui ne se passera pas tellement mieux, avant d'avoir un appel de Gail Berman. Qui est Gail Berman? Eh bien, c'est une productrice de chez $100 qui va lui proposer cette idée saugrenue. Oui, Joss, c'est Gail ici. Écoute, je fouillais dans les anciens projets et ton histoire de lycéenne qui combat des vampires. Oui, le projet qui s'est mal passé avec la Fox, c'est ça, oui. Eh bien, est-ce que ça te dirait d'en faire une série? Il a répondu banco et la série était lancée. Avant de parler du personnage éponyme, on va d'abord parler de sa fonction, tueuse de vampires, ou plutôt, devrais-je dire, l'élu, parce qu'à ce moment, il ne peut y en avoir qu'une, la mort d'une élue annonçant la naissance d'une nouvelle. Ce qui veut dire que pendant quelques années, il n'y a personne pour tuer les vampires.
Alors non, quand je parle de naissance d'une élue, c'est plus un éveil. En fait, à travers le monde, il y a un certain nombre de tueuses potentielles, et à la mort d'une élue, une et une seule héritera de ce titre et deviendra la nouvelle tueuse de vampires. Ce qui fait à la fois beaucoup de déçus, mais en plus très peu d'effectifs pour sauver le monde. Pour trouver les origines des tueuses, il faut remonter à des temps immémoriaux, durant le Primordium. Cherchez pas dans votre ligne du temps, ça n'existe pas. Cette période, elle correspond à l'époque où notre planète bleue n'était plus gouvernée par les grands lézards, mais pas encore par les humains. On se retrouve donc sur Terre avec d'un côté les démons et de l'autre les puissances supérieures, pour ne pas les appeler anges. Bon, on y retrouve Minerve et Osiris qui sont plus présentés comme des dieux, mais clairement c'est des anges. Et comme le monde est bien fait, les démons vont prendre le pouvoir en cette période. Et les supérieurs, ils deviennent quoi? Bah, c'est des anges. Ils se sont barrés et ils observent de loin. Le moment ne serait-il pas venu de te dire est-ce qu'on peut t'aider? Tout ceci nous amène en Afrique, où un trio de chamans, appelés les Hommes de l'Ombre, parce qu'on va clairement pas chercher des noms originaux, vont décider que les démons, il y en a un peu marre qu'ils nous entraînent au bout de la nuit. Et donc pour ça, ils vont utiliser leurs pouvoirs cosmiques et phénoménaux pour kidnapper une fille. Je suis pas sûr du plan là. Donc, après nous avoir enfermé la jeune Sinéia dans une grotte où elle ne pourrait pas s'échapper, on est toujours sûr que c'est les gentils de l'histoire. Ils lui ont insufflé le cœur, l'âme et l'esprit d'un démon. Qui est le démon et comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Oh, on s'en fout. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait avec une seule personne? Oh, on s'en fout. D'autant plus que ce faisant, ils ont créé les tueuses potentielles. Donc, soit ils sont nuls en magie, soit ils sont nuls en stratégie. Oui, enfin, au moins, il y a un résultat positif. Vu comment c'était parti, je m'attendais à ce que ça tourne mal et que le sortilège lui fasse perdre, je sais pas moi, son humanité. Ça lui a fait perdre son humanité. Ouais, mais au moins, la première tueuse était née, possédait une force, une agilité, une vitesse et des réflexes qui lui permettront de tuer des démons. Ouais, parce que la série a beau s'appeler Vampire Slayer, c'est comme les Men in Black. Buffy, elle s'occupe en réalité de tout ce qui est démons, dont les vampires font partie. Bon bah si c'est ça, je me réveille tout de suite. Évidemment, comme de grands pouvoirs amènent à de gros problèmes, et même si elle a sauvé à de nombreuses reprises son village, les habitants n'étaient pas chauds à l'idée d'accueillir une fille à moitié démon. Et donc, en remerciement, ils vont lui donner un panier de fruits et lui demander gentiment d'aller voir ailleurs si elle n'y est pas. C'est beau la reconnaissance. J'espère qu'elle est au moins retournée voir les Hommes de l'Ombre. Ils lui doivent bien ça. Ah ouais, non mais en fait, ils sont nuls jusqu'au bout. On peut reconnaître qu'ils vont faire au moins une bonne action. À la mort de Sinéia et donc à l'arrivée de la nouvelle tueuse, ils vont enfin se décider à l'entraîner en fondant le Conseil des Observateurs. Leur nom annonce déjà leur degré d'implication dans le conflit. Les observateurs, ils vont avoir pour mission de repérer les tueuses potentielles et de les entraîner au cas où l'une d'entre elles deviendrait l'élue. Et à ce moment-là, pour l'observateur gagnant, c'est Champomy. Ouh. Cependant, devenir un observateur, ce n'est pas de tout repos. Alors, comment est-ce qu'ils sont au courant de l'existence des observateurs? Ben, on sait pas trop. Pour la majeure partie, c'est une histoire de famille, mais pour les autres, on sait pas s'ils sont aussi élus, s'ils rentrent de leur plein gré, ou si on leur envoie un hibou avec une lettre. Après, il leur faut passer des tests, dont le plus célèbre est le Tento di Cruciamentum. Alors, c'est quoi ce machin tellement incroyable qu'il en a un nom latin? C'est une épreuve où l'on fout l'apprenti observateur dans une pièce avec un vampire et avec comme consigne de le tuer, sans leur avoir préalablement expliqué comment on fait. Donc mais au moins leur logique est raccord avec les trois chamans. Cette épreuve, elle est aussi passée par les tueuses comme cadeau d'anniversaire pour leurs 18 ans, et elle n'est même pas considérée comme étant la plus dangereuse. Ce qui nous amène au centre du Conseil des Observateurs, là où on retrouve les membres les plus incompétents, élevés. Alors, comme toute organisation secrète qui doit défendre le monde des abominables démons, elle a une influence sur toute la planète, avec un siège principal basé en Grande-Bretagne, avant qu'il ne se fasse exploser par un simple humain. On peut dire que celle-là, ils l'ont pas vu venir. Je répète, incompétent. Alors, la destruction du Conseil n'est pas une si mauvaise chose en soi. Comme on l'a dit, ils avaient des méthodes d'entraînement relativement douteuses, et pour le reste, l'éthique n'était pas non plus au centre de leurs préoccupations. On parle d'assassinat, d'enlèvement et d'interrogatoires musclés de la part du trio des opérations spéciales. Oui, ils sont aussi sympathiques que ce que leur tête ne le laisse présager. Au final, la mort du groupe donnera naissance à un second, la Slayer Organization, accueillant des observateurs et des tueuses, et toute autre personne possédant des pouvoirs mystiques.
Maintenant, on va pouvoir parler du personnage principal. 2 secondes. Quoi encore? Le film. Canon ou pas? Ah ouais. Eh ben, un peu des deux. Comme sans doute, Joss a préféré oublier le vol de son projet, mais pour autant, la Buffy qu'on connaît a dû vivre les événements du script original, puisque le début de la série y fait clairement référence. D'ailleurs, le tout est devenu canonique avec le comics retraçant les origines de la tueuse. Donc, canonique, mais pas tout. Pour le moment, on va revenir à l'enfance de notre héroïne, parce que sa rencontre avec les créatures infâmes de la nuit, ça ne date pas d'hier. Alors qu'elle était encore une gamine, Buffy avait l'habitude de jouer avec sa cousine Celia, jusqu'à ce que cette dernière tombe malade. Et sur un démon. Der Kinderstod. Quand le démon a un nom allemand, on sait que ça va chier. Par contre, ce démon qui a l'habitude de sucer la vie des enfants malades jusqu'à ce que mort s'en suive est une pure création de la série. En tout cas, mes recherches n'ont rien donné sur le monstre. Alors, si on creuse vraiment, il y a peut-être un lien avec l'Alpe, un monstre du folklore allemand qui est aussi un ancêtre des vampires. Malgré cet événement traumatisant, Buffy a eu une enfance comme bon nombre d'enfants. Elle était fan de la patineuse Dorothy Hamill, elle aimait le petit chaperon rouge au point de se déguiser en ce personnage à chaque Halloween, et au début de son adolescence, elle devint Pop Bomb Girl tout en étant élue reine de la promotion. Autant dire que tout roule pour elle. Bravo, gagné. Sauf qu'à l'âge de 15 ans, elle commence à faire des rêves étranges, voyant diverses femmes affronter des démons. Elle était devenue une élue. Pas de bol. Parce que son nouveau statut l'obligeait à quitter ses amis ainsi que son copain Jeffrey Kramer. Voilà, là on reboucle sur le film. Ce qui nous amène à Merrick Jamison Smythe, le premier observateur qui va s'occuper de Buffy. Mais elle n'était pas censée être chez les observateurs depuis le début? Oui, bah écoute, le principe de choper les potentielles tueuses a visiblement des lacunes vu que notre chasseuse est passée entre les mailles du filet. Ouais, donc je vais vraiment valider le côté incompétent. Ouais, tu les juges un peu vite, c'est pas facile de diriger le monde. Ouais, je les ai à l'œil. Donc Merrick. Alors, Merrick est un observateur chevronné car il a sabré le champomis à 6 reprises avant de tomber sur Buffy. Mais les 6 sont mortes. Vas-y, tu peux le dire. C'est des incompétents. Mais hey, ça se passera beaucoup mieux avec Buffy. Au moins, elle n'est pas morte. Bon, par contre, lui s'est sacrifié pour lui permettre de s'enfuir. Donc, il était à 2 doigts de rajouter une chasseuse de moins à son palmarès. Buffy finira dans la foulée par foutre le feu au gymnase de son école afin de tuer le vampire responsable de la mort de son mentor. Ce qui provoquera bizarrement son exclusion de l'établissement. Elle en profitera pour partir à Las Vegas quelques semaines avec son nouvel ami Pike. Je rappelle qu'au moment des faits, elle a 15 ans. Eh ben, ça va être rigolo. Elle finira par retourner chez ses parents après cette fugue pour s'expliquer sur ses agissements. Et elle va tout leur déballer. Son statut de tueuse, le vieux monsieur qui l'observait, le fait que ses victimes étaient en fait des vampires qu'il fallait oxyre par le feu. Et ils ont accueilli la chose comment? Ils ont cru qu'elle avait pété une durite et ils l'ont internée pendant 15 jours. En même temps, elle s'attendait à quoi? Elle finira par sortir en disant précisément au docteur ce qu'il voulait entendre, à savoir qu'elle avait tout inventé et que maintenant, elle allait beaucoup mieux. Et du coup, elle a pu sortir. Je sais pas qui est le pire, entre les parents qui internent leur fille sans demander plus d'explications, ou les médecins qui font sortir une patiente juste parce qu'elle a dit qu'elle allait mieux. Je voudrais partir d'ici. Après ça, Buffy va vivre le divorce de ses parents, pour lequel elle culpabilisera et partira vivre avec sa mère dans la petite ville de Sunnydale, où elle rencontrera le Scooby Gang. 3e partie. Et c'est ainsi que commencera ce que j'appelle le syndrome Power Rangers. À savoir, les monstres pourraient apparaître n'importe où, mais Rita les envoie toujours systématiquement dans la petite ville d'Angel Grove. Et ben, dans Buffy, c'est pareil. On a l'impression qu'ils sont tous à Sunnydale. Mais il y a une raison à cela, à savoir que la ville en question est en réalité construite sur un ancien cimetière indien. Non, en fait, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est posté sur une bouche de l'enfer. Mais du coup, c'est quoi une bouche de l'enfer? Il s'agit d'une zone facilitant la connexion entre notre monde et les dimensions infernales, permettant l'apparition des 10 démons. C'est quand même du bol que ça arrive pile poil à l'endroit où la mère de Buffy décide d'aller vivre de manière totalement fortuite. C'est quand même bien fait. Ainsi, la bouche elle a pu attirer le maître, la sirène menthe, Moloch le corrupteur ou encore Dracula. Il s'en tire mieux que dans son bouquin. Il va vouloir rencontrer Buffy, elle va le tuer, puis le retuer dans la foulée, et il va décider qu'elle est trop forte pour lui et rentrer à sa maison. À ce stade, je suis même plus étonné. Alors, on va passer très vite sur ses exploits parce que durant ce laps de temps, elle va tuer pas moins de 323 adversaires, dont 200 vampires,
100 démons et 9 humains. Ouais, on va clairement pas tous les faire. Pour s'attarder sur l'un des événements les plus importants de sa vie, à savoir sa mort. Sauf que ça ne va pas trop plaire au Scooby Gang, qui va donc la ressusciter. Tout ça parce qu'il craignait qu'elle se soit retrouvée dans une dimension démoniaque. Sauf qu'en vrai, elle était au paradis. Et si vous vous étonnez de sa résurrection, c'est en fait sa deuxième mort. Et il y en aura techniquement une troisième après. Mais cette résurrection, elle va perturber l'ordre établi des forces mystiques, dont le mal va allègrement se servir pour tuer la lignée des potentielles tueuses. Ben oui, s'il y a plus de tueuses, ils ne peuvent plus être tués. Ça semble assez simple comme plan. Donc, il y a quelque chose qui va mal se passer. Ben, les gentils vont décider d'utiliser un sort qui permet d'activer plusieurs potentiels en même temps. C'est quand même con qu'ils avaient jamais pensé à faire ça avant. On peut dire merci au Scooby Gang. D'ailleurs, en parlant d'eux, le Scooby Gang, il se compose de 4 membres et aucun d'eux n'est un chien, ce qui est un peu déceptif. Dans un premier temps, nous avons Buffy Summers. 2 secondes. Quoi encore? Le film. Canon ou pas? Ah ouais. Eh ben, un peu des deux. Comme sans doute, Joss a préféré oublier le vol de son projet, mais pour autant, la Buffy qu'on connaît a dû vivre les événements du script original, puisque le début de la série y fait clairement référence. D'ailleurs, le tout est devenu canonique avec le comics retraçant les origines de la tueuse. Donc, canonique... Mais attends, j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, ça. Maintenant que tu le dis, ouais, en effet. Donc, second membre du Scooby Gang, Giles. Rupert. Giles. Ça se prononce Giles. Rupert, c'est l'observateur en charge de Buffy, depuis que Merrick a arme à gauche, tout ça. L'étincelle de sa vie s'est éteinte dans sa chiasse. Son esprit est parti, mais sa puanteur demeure. Est-ce que ça répond à ta question? Et parmi tous les observateurs, on est là face au plus rock'n'roll d'entre eux. Le gars, déjà, il commence sa vie en faisant partie d'un groupe de sorciers, dont il était le chef, dans lequel il se faisait surnommer Reaper, comme Jack the Ripper. Rock'n'roll. Ça s'est fini comment? Comme ça se termine toujours avec les apprentis sorciers dans ce genre d'histoire. Ah ouais, avec des inondations. J'ai vu le film. Quoi? Non, je veux même pas savoir. Ça va se terminer par l'invocation d'un démon dans le corps d'un de leurs amis qui va mourir alors que les autres tentaient de l'exorciser. Après ça, il décida de retourner chez les observateurs qui vont le punir en mettant sous son aile la jeune et rebelle Buffy. Superbe idée de mettre le rock'n'roll avec la rebelle. Forcément, ils vont se trouver des atomes crochus et Rupert va décider de ne pas suivre le code de conduite des observateurs et de se faire virer. Ce qui, quelque part, est une chance puisqu'il va survivre à la destruction du Conseil des observateurs. Oh ben ça tombe bien alors! Troisième membre de cette équipe, Alexander Harris. Et si Rupert était rock'n'roll, lui c'est ses parents qui sont particuliers. À défaut d'un autre terme qui pourrait me valoir une démonétisation. Enfin, surtout son père, Anthony Harris. C'est le genre de personnage admirable qui est raciste et qui agresse verbalement sa femme. Définitivement un potentiel futur prix Nobel. Il ira jusqu'à vouloir vendre son fils à un cirque contre un caniche. Ce qui aurait ramené le chien dans le Scooby Gang, mais qui aurait retiré un membre à l'équipe. Ah ouais, pas faux. Avec une famille aussi dysfonctionnelle, Alex a développé un sentiment d'insécurité et d'infériorité. Des sentiments qui ne s'arrangeront pas avec le clown engagé par ses parents à 6 ans qui va le poursuivre et développer sa coulrophobie. C'est la peur des clowns. Je crois qu'à ce moment-là, les scénaristes n'avaient plus tellement d'idées pour expliquer le background du personnage, tellement ça semble aléatoire. Heureusement, il trouvera du soutien chez sa meilleure amie, Willow, dont on parlera après. Une amitié qui dure depuis la maternelle, époque à laquelle les deux culottes courtes sont sortis ensemble. Jusqu'à ce qu'ils se séparent à cause d'une sombre histoire de poupée Barbie volée. Puis avec un second ami, Jesse McNally. Ce qui va nous amener à sa rencontre avec Buffy, dont il va tomber sous le charme presque instantanément avant de surprendre une conversation entre elle et Rupert à base de vampires et de démons. Une conversation, ma foi, tout à fait normale entre un bibliothécaire et une jeune élève. Il accompagne donc Buffy pour sauver ses deux amis en proie à des vampires, sauvant la première et tuant le second. Qu'est-ce que vous dites? Parce que Jesse est devenu un vampire entre-temps. Il me semblait bien que j'oubliais de préciser un truc. Bref, c'est comme ça que Alex a rejoint l'équipe de Buffy. Et enfin, dernier membre pour finir en beauté, Willow Rosenberg, la seconde fille du groupe. Alors, le passé de Willow, on peut pas en dire grand chose de plus que ce qu'on a déjà dit avec Alex, si ce n'est qu'elle a également développé bon nombre de phobies. Ainsi, elle est batrachophobe, arachnophobe et échinophobe.
à savoir respectivement les grenouilles, les araignées et les chevaux. Et on peut rajouter à ça la glossophobie, la peur de parler en public. À côté de ça, son père était absent les 3/4 du temps et elle n'a jamais réellement communiqué avec sa mère, si ce n'est pour se mettre d'accord sur le massacre des natifs américains, ce qui explique qu'elle ne fête pas Thanksgiving. Elle finira par également rejoindre le Scooby Gang en même temps qu'Alex, servant notamment de rat de bibliothèque afin de choper des infos sur les différents démons qu'il fallait combattre. Parce que la bande des observateurs n'a absolument aucun registre de monstres à disposition, faut tout faire soi-même. Le tout avant de s'intéresser à la sorcellerie et de devenir une sorcière accomplie au fil des années pour trancher des créatures démoniaques et être à l'origine du réveil des tueuses. Il y a également d'autres membres honorifiques du gang qui ne feront que passer. On peut y trouver Cordelia Chase, la voyante, Daniel Osborne, le loup-garou, Anya Jenkins, la démone, ou encore Spike, qui est carrément un vampire. Donc si je comprends bien, le conseil des observateurs, ils sont tout nuls, et encore heureux qu'il y a le Scooby Gang. Enfin, à part Alex. Lui, il reste un boulet lambda. Ouais, pour le coup, il a pas de bol. Je me suis ridiculisé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker, pour vous servir.